Bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez déjà d'ailleurs depuis ce matin commencé cette 7e journée sous le signe de la santé et plus particulièrement aujourd'hui, donc la thématique retenue, le leadership. Bon, on le voit, alors au nombre de connexions, pas encore, mais à la présence dans les salles, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Pelou. Alors je ne vais même pas vous le présenter parce que vu le nombre de personnes, je pense que vous en savez largement et on va écouter tout ce qu'il a à nous dire et tout ce que ses expériences au sein du 15 de France a pu lui apporter sur ce sujet. Fabien, notamment, on va parler de tout ce qui donne le sens à l'action, l'engagement et l'action. La valeur, bien sûr, du collectif, en lien avec le leadership. Et puis, donc, du coup, ce que chacun peut aussi apporter dans ce collectif en termes de force et de réussite. Alors, juste un petit aspect, je ne prendrai pas plus de temps sur la logistique. Bien évidemment, comme d'habitude, la séance de questions-réponses à la fin de l'intervention. Le fil de la conversation à utiliser pour poser des questions. Nous, on les relayera bien évidemment pour ceux qui sont à distance dans la salle. Il y aura aussi un micro qui prendra les questions dans la salle. Et puis, écoutez, je pense que on va pouvoir démarrer. Les derniers s'installent. Fabien, alors, ce leadership au sein du 15 de France. Oui, tout d'abord, bonjour à tous et merci. Merci pour l'invitation. Merci de me permettre de participer et de venir échanger un peu avec vous sur ce que l'on fait, nous, dans le rugby et qui est un peu transposable dans les sociétés comme les vôtres. Parce que nous, la spécificité de notre sport, je crois, c'est de travailler ensemble, en fait, malgré nos différences, malgré nos différences physiques, nos différences mentales. Nous, on arrive à agréger un peu tous les profils, des petits gros, des grands maigres, des beaux gosses de calendrier. On a même un homme des cavernes, nous, donc et tout ça, il faut les faire jouer ensemble et Est-ce que ça marche mieux avec moi? Non. Oui. Oui, non, c'est bon, ça marche, pardon. Et les amener vers la réussite et vers la victoire généralement. Et donc on a quelques savoir-faire par rapport à ça et justement le leadership, le fait d'amener toute une équipe comme ça vers la réussite, ça se construit. Et moi, j'ai joué dans une période du rugby où il a fallu beaucoup construire finalement, parce que j'ai évolué des années, on va dire 95 jusqu'à 2010, la fin des années 2010, et c'est cette période qui a vu le rugby passer du statut amateur au statut professionnel. Et donc il a fallu construire beaucoup de choses pour transformer en fait l'activité. Et la première des choses qu'il a fallu faire, c'est changer d'état d'esprit en fait. Parce que quand on y réfléchit un peu, finalement l'objectif du rugby amateur, c'était réunir des hommes principalement et leur faire faire la troisième mi-temps. Et oui, c'était ça l'objectif, parce que ça ne changeait pas la vie, qu'on gagne ou qu'on perde, ça ne changeait pas la vie. Dans le rugby professionnel, les deux premières mi-temps ont pris un peu d'importance quand même, parce qu'il a fallu construire justement les conditions de la réussite collective. Et une des questions qui est revenue d'ailleurs quand j'ai terminé ma carrière en 2009, c'était donc tu as vécu cette période, vous avez beaucoup gagné avec l'équipe de France ou avec le Stade. Oui, non. Une petite précision, quand je dis le Stade, c'est le Stade toulousain. Je sais qu'il y en a un autre pas loin là qui voudrait faire comme, mais bon, ça marche pas. On va pas trop faire enfler la non, polémique, bien sûr. Bien sûr, en plus dans le rugby, on n'est pas chambreur. Donc, et donc, une des questions qui est revenue, c'est donc vous avez beaucoup gagné. Et comment tu expliques cette réussite ? Alors j'ai réfléchi un petit peu quand même, parce que c'est vrai que quand tu es la tête dans le guidon, c'est difficile. Quand tu as fini et en fin de carrière, tu peux justement te retourner un petit peu et faire le bilan. Et donc j'ai réfléchi un peu à qu'est-ce qui nous avait...
J'ai réfléchi comme un rugbyman, vous inquiétez pas, ça va pas aller bien loin. Mais j'ai réfléchi en tout cas à qu'est-ce qui a fait qu'on avait construit ça sur le long terme finalement. Et je crois avoir relevé 3 piliers, 3 leviers sans lesquels justement on ne peut pas construire la réussite. Le premier levier, bizarrement ou paradoxalement même, pour construire la réussite collective, c'est que il faut être bon individuellement. Il faut avoir de bons joueurs. Parce que tu peux avoir le meilleur leader du monde, un cheval de trait, t'en fais pas un cheval de course. Donc à un moment, il faut avoir de bons chevaux de course. Et avoir de bons joueurs, c'est ni plus ni moins qu'une formation. Et ensuite, une formation de base et une formation continue. Et pour enseigner justement la technique, être de bons techniciens. Et c'est important la technique, parce que maintenant qu'on arrive à tout qualifier, tout quantifier sur le terrain, on s'est aperçu que la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, c'est rien. Il y a 10 ans de ça, pour être sûr de gagner un match, il fallait avoir 90% de gestes réussis sur le terrain. Alors quand je vous parle de gestes réussis, c'est un geste qui va permettre à son partenaire de faire lui-même son job dans les meilleures conditions. C'est ça notre critère de geste réussi. Il y a 10 ans de ça, donc, 90%. Là, sur les dernières stats, il fallait être à 95%. Mais si je vous l'exprime autrement, à 94%, tu es quasi certain de perdre le match, et à 96%, tu es quasi certain de le gagner le match. La différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, c'est juste 2% de gestes réussis en plus ou en moins. C'est rien, hein. C'est un lancer à 15 mètres qui passe 5 cm au-dessus ou en dessous des mains du réceptionneur, et ça te donne une occasion de plus de gagner le match. C'est un plaquage un peu appuyé. Je ne vais pas faire la démonstration, hein. Mais qui permet de faire poser le pied sur la ligne à l'adversaire, ou 3 cm à côté de la ligne. Il y a touche ou pas touche, et il y a essai ou il n'y a pas essai. Et c'est tous ces petits gestes-là qui, mis bout à bout, font qu'on réussit ce que l'on devait faire. Et c'est exactement en plus le parallèle qu'on peut faire. On est dans une journée santé, que vous appelez journée santé, avec la santé au travail. Si on fait le maximum pour faire en sorte d'être soi-même parfait, notamment au niveau physique, pour améliorer son geste, pour que l'autre puisse lui aussi faire ce qu'il a à faire dans les meilleures conditions, ça c'est important. Et moi j'aime bien sur le terrain me dire que finalement je suis aussi responsable de l'autre. C'est moi aussi qui vais aider l'autre à sortir du terrain en pleine possession de ses moyens. Je sais que vous êtes dans un domaine où il peut y avoir de l'accidentologie, et je crois que prendre soin de l'autre, c'est important. Alors peut-être pas dans les responsabilités de siège, mais en région, sur les terrains, quand il y a des travaux engagés, prendre soin de l'autre, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et donc pour en revenir à la technique, donc c'est une formation de base et une formation ensuite continue. Et nous, je suis sûr qu'il y a plein de programmes de formation continue, oui, chez RTE. Oui, il y en a plein, oui. Voilà. Et nous aussi, nous on se forme tout au long de notre carrière, mais on n'appelle pas ça de la formation continue. À l'instar de ce que font les musiciens, par exemple, on répète les gammes en fait. On répète les gammes pour automatiser nos gestes, pour faire en sorte qu'ils s'imprègnent en nous, qu'ils soient intégrés dans nos schémas moteurs. Et toutes les équipes du monde, elles font la même chose en rentrant sur le terrain. Elles font des vagues de passes, elles répètent les gestes pour ancrer encore une fois les gestes et les savoir-faire. Moi, je prends souvent l'exemple d'Antoine Dupont. C'est bon, Antoine Dupont, pour tout le monde? Ouais, bon. Je crois que si c'était pas bon, il ne pourrait pas le dire non plus. Hein, quand même. Alors, pas celui qui sort avec Miss France, je vous parle du rugbyman. Voilà. Antoine Dupont, quand il fait une passe de, 15 mètres à droite, il n'est pas en train de réfléchir à la technique pour faire une passe de 15 mètres à droite. Il fait une passe de 15 mètres à droite. Il regarde un peu où est son partenaire, il lance le geste. Et pendant qu'il fait son geste,
il peut se permettre en fait de regarder ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il a une technique tellement ancrée en lui, il a une technique tellement aboutie que c'est un geste automatique. Et en regardant autour de lui pendant qu'il fait le geste, il peut prendre des informations. Et donc ça lui donne un avantage concurrentiel sur les autres. On a l'impression qu'Antoine Dupont, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement au bon endroit, au bon moment. Il a vu les choses avant les autres. Et cet avantage technique, c'est un avantage concurrentiel finalement sur les autres. Et c'est ce qui rend ce joueur si particulier. Parce qu'il lit le jeu un peu avant les autres. Donc premier levier de la réussite collective, c'est ça justement. C'est être un bon joueur à la fois pour soi-même, mais aussi pour ses partenaires. Le deuxième levier de la réussite collective, c'est la stratégie. Et la stratégie, c'est souvent quelque chose d'assez descendant. Hein. Et en rugby, ça marche pareil. Hein. C'est un entraîneur qui décide de comment on joue, en fait. Le match, la période, la saison. Mais ce qui est important dans la stratégie, c'est pas la stratégie. C'est pas finalement ce qui va se passer dans la tête de l'entraîneur. C'est comment l'entraîneur va réussir à convaincre ses joueurs que c'est à travers cette stratégie qu'on va être champion, qu'on va gagner le match. C'est la communication de la stratégie qui est plus importante que la stratégie elle-même. Vous savez qui est champion du monde en ce moment ? L'Afrique du Sud. Allez, on va se remuer le couteau dans la plaie un peu. Les précédents champions du monde, l'Afrique du Sud, 2 fois ils nous ont fait le coup. Et ceux d'avant encore. Il n'y a que des connaisseurs là. Et ceux d'avant encore. Bah ouais, bravo. 2 fois l'Afrique du Sud, 2 fois la Nouvelle-Zélande. La différence de jeu, donc de stratégie, entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme le jour et la nuit en fait. La Nouvelle-Zélande, ils ont un jeu qui est basé sur l'évitement. Ils essayent de passer à côté de leurs adversaires en travaillant sur les appuis de manière individuelle et de construire un jeu pour déborder l'équipe adverse. Je sais pas, un temps de jeu à gauche, un deuxième temps de jeu à gauche, après une mêlée, et ils renversent le jeu pour déborder les joueurs qu'ils ont mobilisés avant. De manière schématique, hein, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Hein, voilà. Mais c'est la philosophie en tout cas, une stratégie d'évitement. Les Sud-Africains, comment dire, ils s'embarrassent pas de tout ça. Hein, considèrent que pour pouvoir aller poser un ballon derrière une ligne, la ligne droite. Voilà, le plus court chemin, c'est tout droit. Hein. Et par contre, s'il y a quelqu'un entre eux et la ligne, enfin un adversaire, tant pis pour lui. En fait, hein, ils ont une stratégie plus musclée, on va dire, plus directe. Plus directe. Voilà, plus directe. 2 stratégies opposées. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus opposé qu'une stratégie verticale, on va l'appeler comme ça, versus une stratégie de débordement, souvent horizontale. Et pourtant, ces 2 équipes-là, elles sont championnes du monde. C'est pas la stratégie qui gagne. Par contre, le point commun entre ces 2 équipes, c'est qu'ils sont allés au bout de leur stratégie, et notamment l'Afrique du Sud. 2 fois, ils nous ont fait le coup. On les voyait communiquer tout le temps avant les Coupes du Monde, à la salle de gym, à la salle de muscu, en train de se préparer physiquement. En disant à tout le monde, c'est là qu'on va vous prendre, dans ce jeu de défi physique. Et là, on va être meilleur que vous, parce qu'on s'est plus préparé que vous. Et force est de constater qu'ils ont été convaincus de ça. Parce que quand tu gagnes un quart de finale de Coupe du Monde d'1 point, on l'a encore un peu là, hein, voilà. Une demi-finale de Coupe du Monde d'1 point et une finale de Coupe du Monde d'1 point, être convaincu de ce que tu fais, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est peut-être juste 1 point. Et ça te permet d'être champion du monde au lieu de partir en quart de finale un peu la tête basse et en voulant à la terre entière, et notamment un arbitre.
C'est un... Rien. Ça sert à ça, la stratégie. À être convaincu du bien fondé de ce que l'on fait sur le terrain. À être convaincu de ce que l'on va faire et que collectivement, ça va avoir du sens. Et c'est ça le travail du leader, le travail de l'entraîneur, du capitaine. C'est de convaincre en permanence pour arriver à ce qu'on s'est promis. Et le troisième levier de la réussite collective, ben c'est le fameux esprit d'équipe. C'est un joli terme, l'esprit d'équipe, hein? C'est vrai, hein? Ouais, je vois quelques sourires. C'est quoi l'esprit d'équipe chez RTE? C'est une question que je vous pose, vous pouvez répondre. Hein? Elle est ouverte comme question. Hein. Solidarité, ouais. Ouais, faire réussir les autres. Entraide. Bienveillance. Limpidité ou rapidité? Rapidité. Ouais, si on veut. Vous voyez que quand même derrière le terme esprit d'équipe, on y met des notions, hein, des notions différentes qui vont de la rapidité jusqu'à la solidarité, des notions assez différentes. Ce que l'on veut valoriser, mettre en exergue à travers le terme, en tout cas dans le rugby, c'est la solidarité, c'est ce qui est venu en premier. Parce que la solidarité, sur le terrain, ben, c'est un moteur de la réussite. Parce que ben, entre deux équipes du même niveau, celle qui généralement sort vainqueur du match, ben, c'est l'équipe la plus solidaire. Et donc on s'entraîne, nous, à la solidarité comme on s'entraîne à la technique ou à la réussite, ou au physique, ou à la stratégie. À des moments différents, certes. Mais on s'entraîne aussi à ça, parce qu'on a des passages obligés. Le premier passage obligé, c'est les stages de début de saison, qu'on pourrait apparenter d'ailleurs à des séminaires d'entreprise. Hein. On va délocaliser des fois, je sais pas, 30 km du lieu habituel d'entraînement, des entraînements. Ça n'a pas de sens. Ben si, ça a du sens, parce que ce qui compte pendant ces moments, ce ne sont pas les entraînements, ce sont tous les autres moments en fait. Les moments où on va partager un repas, partager une chambre, partager un coup à boire, au moment où les personnes et les personnalités se rencontrent. Parce que la solidarité, ça ne se décrète pas entre fonctions. Ça se construit entre personnalités. Donc à un moment, il faut bien avoir le moment, l'endroit pour construire ça. Et ça, encore une fois, c'est le travail du leader, de l'entraîneur, de construire le moment pour que les gens puissent échanger, créer des affinités et au final, développer de la solidarité. Parce qu'à un moment, quand il va falloir appuyer sur le bouton pour avoir un peu plus d'engagement, un peu plus de temps de travail, un peu plus, ben il faut appuyer sur le bon bouton, il faut connaître son coéquipier. Et ça sert à ça finalement, hein, ces moments-là. On a un deuxième moment privilégié, mais je ne vous en parlerai pas trop parce que c'est la troisième mi-temps et qu'il faut la connaître. Voilà. C'est un moment important quand même pour développer des affinités aussi. Hein. Et puis c'est plutôt sympa à vivre aussi. Et vous voyez que finalement on arrive à construire les conditions de la réussite avec des choses simples, avec de bons techniciens, avec une vision des choses à travers une stratégie, et surtout la place qu'on a à y tenir dans cette stratégie. Il faut que ça ait du sens pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, et avec de la relation humaine. C'est pas bien compliqué, hein, mais ça demande de l'engagement. Un peu d'engagement de la part des joueurs pour s'intéresser, pour se former, et surtout de l'engagement de la part des leaders pour créer le moment, créer les formations, aller convaincre de la stratégie. Ça demande de l'engagement. Et c'est vrai que moi j'ai
j'ai toujours été un peu capitaine, leader justement des groupes et des équipes dans lesquelles j'ai joué de tout petit, de mon premier match finalement, enfin de tout jeune, parce que moi j'ai jamais été trop petit quand même, mais jusqu'à mon dernier match j'ai été capitaine, capitaine, vice-capitaine, leader de l'équipe. Et pareil, une des questions qui est revenue en fin de carrière, c'était donc tu as été capitaine, mais c'est quoi un bon capitaine finalement d'équipe? Je dis, je sais pas moi ce que c'est un bon capitaine, parce qu'on est capitaine avec tout ce qu'on trimballe, avec le fait qu'on est là depuis 10 ans, depuis 6 mois, avec la relation qu'on a su créer avec ses partenaires, ses entraîneurs, son président, les supporters. Voilà. Donc il y a 1000 façons d'être capitaine. Par contre, il y a quand même des passages obligés, là aussi. J'aimerais vous en parler de 2, même s'il y en a 1000, comme je vous dis, mais parce que c'est 2 qui me paraissent importants. Le premier, c'est l'exemplarité, parce que pour susciter quand même l'adhésion, il vaut mieux que les gens vous respectent à minima. Et donc, il faut avoir une certaine exemplarité par rapport à ça. Alors moi, je ne vous parle pas de l'exemplarité de façade, de bien organiser le travail, d'être bienveillant, de bien s'adresser aux gens. Oui, évidemment. Non, moi je vous parle de l'adversité, de l'exemplarité quand justement l'adversité devient un peu forte. Qu'on sent que le vent se lève là, qu'on va essuyer une tempête et que tout le monde, tous les joueurs, ils commencent à regarder leurs chaussettes là et à faire quelques pas de côté en se disant mais comment moi je vais me sortir de cette galère? Et que le capitaine, en fait, il prend le drapeau, il va le planter juste 3 mètres plus loin en disant à tout le monde c'est par là qu'on va. Je ne sais pas si c'est par là qu'on va gagner. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'y va pas tous ensemble, là, c'est sûr qu'on va perdre. C'est de celle-là, exemplarité, dont je vous parlais. Eh oui, accompagner la réussite, ça demande de l'organisation. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est donné à beaucoup de gens. Garder le cap quand l'équipe tout entière commence à baisser la tête, ça c'est du leadership. Et oui, parce que ça demande de la force morale. Ça demande d'avoir une vision. Le cap encore. On appelle un capitaine de rugby un capitaine, pas par hasard. À l'instar de ce qui se fait dans la marine, un capitaine, il doit garder le cap. Même si la tempête arrive, il faut garder le cap. Et c'est ça finalement, un capitaine. C'est dans les moments un peu difficiles, continuer à avancer pour le groupe généralement. Pour le groupe. Même si l'adversaire est fort. Il y a un deuxième volet du capitanat, et j'aime bien l'aborder parce que je trouve qu'on ne l'aborde pas assez souvent, c'est ces notions de confiance collective. Moi, je ne connais pas d'entreprise humaine, au sens général du terme, qui fonctionne sans confiance mutuelle. Et sur un terrain de rugby, il vaut mieux avoir confiance les uns aux autres, parce qu'on a des fonctions tellement différentes qu'à un moment, il faut bien faire confiance à celui qui répond à une fonction que vous ne pouvez pas faire vis-à-vis de votre gabarit, votre vitesse, votre technique. Il faut bien avoir confiance les uns aux autres. Et ce qu'il y a de génial avec la confiance, c'est que c'est quelque chose qui vient jouer le rôle de ciment dans une équipe, en fait. Si on a confiance les uns aux autres, on est tous des briques là, qui composent le mur de l'équipe. Et si on arrive à rajouter du ciment entre les briques, qui sont données par cette confiance mutuelle, on arrive à passer les écueils, à justement résister aux tempêtes. Moi, j'ai compris ça au cours d'un match en particulier, c'était en France-Angleterre, 2004. Bon, ça remonte un peu, d'accord. Mais exactement la même configuration que cette année. Dernier match au Stade de France pour faire le Grand Chelem. Pas tout à fait la même configuration que cette année, mais pour gagner le tournoi. Voilà. Nous c'était pour le Grand Chelem. Et moi, j'avais l'habitude de me strapper les doigts dans le bus qui nous amenait jouer le match. Et ce jour-là, donc, je me strappe les doigts. J'étais capitaine de l'équipe. Je me strappe les doigts et puis j'avais fini. Et puis je m'amusais, en fait, je m'amusais. Non, je m'amusais pas. Parce que dans un bus qui t'amène jouer France-Angleterre, tu t'amuses pas. Voilà.
tu passes le temps. Et donc je faisais des formes, voilà, avec mon strapal là, et à un moment je fais une forme de clé, une clé rudimentaire, hein, un petit anneau, une petite tige qui redescend. Et il y avait Dimitri Eshvili à côté de moi qui commente les matchs maintenant sur France 2, qui était numéro 9, buteur de l'équipe, et je lui tends la clé comme ça, et je lui dis tiens, ça c'est la clé du match. Moi j'étais content de ma boutade. Voilà. Parce que dans un bus qui t'amène à jouer France-Angleterre, l'ambiance c'est pas pompé up, hein, voilà, c'est feutré. Et donc je lui tends la clé, et puis voilà, on sourit un peu, et puis c'est tout. Et donc on arrive au Stade de France, on continue, on fait notre échauffement, on commence le match, enfin les hymnes, on joue notre première mi-temps contre une équipe d'Angleterre championne du monde, qui nous avait battus en plus en demi-finale de la précédente Coupe du Monde. Donc il y avait le leadership européen, notre fierté, voilà, c'était un match avec un peu d'enjeu quand même. Et on joue bien, franchement, on joue en confiance contre les champions du monde. Et on le sent dans les postures à la mi-temps, qu'on est bien, qu'on est là. Et on rentre sur le terrain et on est encore meilleur. Jusqu'à dominer nettement les champions du monde. Et arrive le coup de sifflet final, et on a gagné le match. Voilà, pompez là. Par contre, voilà, on fait le tour d'honneur, on reçoit la coupe, on verse du champagne dedans, enfin on se renverse sur la tête, les trucs habituels. Et je rentre dans les vestiaires et commence à me déshabiller. Et là, Dimitri, il s'approche de moi. Et on avait des petites poches dans le short, et il soulève son short comme ça, dans des petites poches, et il sort la clé en strapal. Je vais essayer de vous l'exprimer le plus simplement du monde. Dimitri Eshvili, il a joué un France-Angleterre au Stade de France pour faire le Grand Chelem, avec une clé en strapal dans la poche. Des fois, quand il faut donner du sens aux choses, c'est pas simple. Et il me dit, je crois que je l'ai bien utilisé aujourd'hui. Et oui, il avait marqué tous les points du match. Et c'est là que j'ai compris que finalement, ce qui était peut-être qu'une boutade pour moi, ça a été un peu plus pour lui. Il a joué avec. Il aurait pu la prendre, arriver dans les vestiaires et la jeter à la poubelle. Non, il a joué avec. Et c'est ça que je crois qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs, ils attendent toujours quelque chose. Du responsable, du leader, du capitaine, de l'entraîneur. Un avis, une remarque, un conseil. Et que ça coûte rien. Et que l'équipe, l'esprit d'équipe, la confiance mutuelle, elle se construit comme ça en fait. Avec des petits riens, des fois un regard bienveillant, des petites choses du quotidien, une tape sur l'épaule, un petit mot, un petit discours. Rien quoi. Une clé en strapal. Ça suffit pour faire naître ces sentiments-là. Et le leader, il est là pour veiller à ça, à ce que cette confiance mutuelle, elle circule en fait dans l'équipe. Qu'elle soit là, qu'elle soit présente, mais pour faire équipe justement, pour faire unité. Et encore une fois, pour gagner des matchs, pour la solidarité. Et enfin, j'aimerais, parce qu'on est un peu pressé... Il faudrait penser quand même, je pense qu'il y a quelques questions qui ont dû être déposées ou dans la salle. D'accord, je vais aborder quand même, parce que voilà, le dernier thème, parce que je suis plus grand et que je fais ce que je veux, de toute façon. Voilà. Le plus grand, ça n'aura échappé à personne. C'est sûr... Ah, aussi, vous me mangez tout le temps, aussi. C'est sur les objectifs qu'on peut se fixer. Parce qu'on agit tous avec des objectifs court, moyen, long terme, enfin... Vous connaissez ça par cœur, et souvent les objectifs dans les sociétés, c'est des objectifs assez chiffrés en fait. C'est des chiffres, des ratios, des volumes, etc. Et dans le rugby, c'est la même chose. Nous aussi, on se définit comme ça. Mais on a une deuxième façon de définir aussi les objectifs, qui sont des objectifs peut-être un peu plus abstraits. Et
Et d'ailleurs, on a tous traversé un moment comme ça. Quand en janvier 2020, on s'est tous projetés sur les objectifs et qu'en mars, il y a un truc qui nous est tombé sur la tête quand même, le Covid, et de fait, nos objectifs, ils ont volé en éclats. Et moi, ça m'a ramené à un match que j'avais vécu aussi, où parce que justement, on s'était projeté sur des objectifs un peu plus abstraits, on a fait des choses un peu incroyables. C'était une demi-finale de la Coupe du Monde, 99. Tout le monde était né. Ouais. Et on était confronté aux Blacks, en fait, aux Néo-Zélandais. Et en fait, on ne pouvait pas se projeter sur des objectifs chiffrés parce que les circonstances faisaient qu'on ne pouvait pas. Parce que eux, ils avaient réussi un début de Coupe du Monde assez extraordinaire. Hein. Ils avaient le meilleur joueur du monde, Jean Lemoux. Ils avaient été flamboyants. Ils avaient mis 62 points à tout le monde. Donc voilà, à tel point que les journalistes les voyaient déjà champions du monde avant même qu'ils jouent leur demi et leur finale. Et nous, à l'inverse, ça avait été un peu poussif, quoi. Même, voilà, on s'était qualifié parce que c'était le début du rugby pro et que justement, on avait un peu de marge sur certaines équipes et qu'on avait un tableau facile. Et puis surtout, on avait fait une demi-finale, une tournée en Nouvelle-Zélande 3 mois auparavant. On avait pris 2 fois 52 points contre cette équipe. Donc dans ces conditions, difficile de se projeter sur des objectifs chiffrés parce que ça paraît tellement inaccessible que ça marche pas, quoi, que ça marche pas. Et je sais pas comment ça s'est fait durant la semaine, mais on s'est tous projetés finalement sur un seul objectif. Un seul. On va rien lâcher. C'était ça notre mantra. On va rien lâcher. Bon, c'est vrai que c'est difficile de faire plus abstrait comme notion, parce que ça veut tout et rien dire, on va rien lâcher finalement. Mais je crois que ça a eu le mérite de nous rassembler tous, les titulaires, c'était important à l'époque, les remplaçants. Pas trop le staff, je crois qu'ils y croyaient pas trop. et puis personne d'autre parce que chez les bookmakers anglais, on était à 50 contre 1. Ça fait pas beaucoup. Voilà. Quand tu reçois l'information, c'est pas rassurant en fait. Tu sens bien que tu es tout seul contre le reste du monde en fait. Hein. Voilà, personne ne croit en toi. Mais ce on va rien lâcher finalement, ça venait jouer le rôle de ponctuation dans nos phrases chaque fois qu'on parlait du match, chaque fois qu'on parlait des adversaires. On finissait les phrases par on va rien lâcher quoi. Ouais, John Alomou il est dur à plaquer. Mais enfin, quand on va l'attraper, là, il y en a un qui va prendre une jambe, l'autre jambe. L'autre, je sais pas, les hanches, le cou, s'il faut, mais il va bien finir par tomber, on va pas le lâcher en tout cas. Là, mais les Néo-Zélandaises, ils renversent tout le monde. Ok. Mais quand on va y être, les 8 là en face, on va bien se serrer, on va planter les crampons, on va pas lâcher 1 centimètre. Avec l'envie d'en découdre un petit peu. Et on part au match avec cette idée-là, quoi. On va pas lâcher, on va pas lâcher, on va pas lâcher. Et la méthode Coué, ça marchait. À force de répéter, on a réussi à se convaincre de ça. Et donc, on part au match à Twickenham. En plus, c'est le temple du rugby mondial, quand même, là où s'est écrite l'histoire du rugby. Et donc, on va au match, on s'échauffe, on rentre dans les vestiaires, on met notre tenue de lumière, on sort pour les hymnes, le haka quand même, et on joue notre première mi-temps. Et on s'accroche, hein, et on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien et on arrive à la mi-temps et on a 11 points de retard contre la meilleure équipe du monde dans le temple du rugby mondial pour se qualifier éventuellement pour une finale de Coupe du Monde. 11 points de retard, on aurait pu être perplexe quant à notre capacité à y arriver, en fait. Ben non, le vestiaire, il était euphorique. Euphorique, 11 points de retard. Hein. Ouais, des fois, ça débloque un peu, ouais. En fait, on était juste en train de remplir notre objectif. Hein. On ne lâchait rien. En Nouvelle-Zélande, 3 mois auparavant, en tournée, on en avait déjà 25 points de retard à la mi-temps. Donc on était dans une certaine positivité. On n'était pas abattu, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait déjà vécu. On rentre sur le terrain et on continue à rien lâcher. Eux, ils ont une petite baisse d'intensité vers la 60e minute. Pas grand-chose, hein, 2% à peu près. De la 60e à la 75e minute, on leur met 31 points.
ce qui nous a permis de savourer les 5 dernières minutes d'une demi-finale de Coupe du Monde contre la meilleure équipe du monde, en sachant qu'on avait gagné le match. Ben ça, c'est kiffant. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Si, peut-être, je crois que c'est la définition même de la kiffance. Tout ça pour vous dire que la définition de l'objectif, elle est importante dans la réussite de l'objectif. Voilà. On se serait projeté sur des objectifs chiffrés. Difficile, je pense, d'être dans les clous à la mi-temps. Mais comme on s'était tous projetés sur un objectif abstrait, ben c'était chouette. Et puis ce qui est chouette avec les objectifs un peu abstraits, c'est que derrière l'image que moi j'ai mis de on va rien lâcher, ben c'était pas la même image que celle qu'avait mis Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, Charlie Magne, je sais pas, Titou Lamaison qui jouait ce match-là. Malgré une image différente de l'objectif, on a poursuivi le même objectif. Intéressant quand même. Et puis il y a une deuxième vertu, je crois, et je terminerai avec ça, vraiment. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. C'est que moi j'ai joué plein de matchs avec plein de joueurs différents. J'ai une longue carrière en équipe de France. Les matchs avec les joueurs avec qui j'ai joué ce match-là, il y a un truc différent entre nous. Je sais pas quoi, hein. Il y a le fait qu'il y avait une montagne devant nous, hein, les Blacks, et qu'on a réussi à franchir, à gravir et à franchir cette montagne juste parce qu'on était ensemble, en fait. Ensemble, hein. Pas ensemble. Ensemble. Voilà. On n'avait plus besoin pendant un quart d'heure ça a duré. Plus besoin de se parler, de se regarder, on était juste connectés. Voilà. On était ensemble. Un quart d'heure pour quelque chose qui nous reste encore 30 ans après. Et je crois que c'est ça, le message du rugby. Finalement, c'est qu'on vit en termes de relations humaines des choses assez extraordinaires. Et moi, alors, certainement que j'ai un biais là-dedans, il y a un biais là-dedans, mais je pense que le rugby devrait être obligatoire. Rembourser peut-être vers la Sécu aussi. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que ce que l'on apprend dans le rugby en termes de relation à l'autre, ben, ça vient un peu quand même contrer cet individualisme latent de la société. On sent bien qu'on est dans une société qui vit de manière de plus en plus individualiste. Et je crois que il y a des domaines où on peut être un peu des garde-fous comme ça, le sport collectif par essence, l'entreprise de manière générale, parce on travaille les uns aussi avec les autres. Et donc je crois qu'il faut chérir ça parce que des émotions collectives, elles sont rares dans une vie. Et si je peux vous souhaiter quelque chose, finalement, c'est de vivre un de ces moments où, parce que ce sera difficile, parce que vous traverserez une période un peu compliquée, vous aurez senti que chacun aura donné un peu plus pour l'autre et vous aurez traversé l'écueil. Ça, c'est des choses qu'on garde pour toute une vie. Et c'est ça que je vous souhaite. Hein. Plus que de jouer contre les Blacks, parce que ça pique un peu quand même. Hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je retiens de ma carrière, c'est ça. C'est ces relations humaines et ce que l'on vit au-delà de la fonction qu'on exerce finalement. C'est cette capacité aussi de pouvoir vivre des choses de manière collective et de se rendre compte peut-être même après que c'était des moments importants d'une vie. Voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci, une belle conclusion. Je pense qu'on peut largement l'utiliser aussi dans l'entreprise. Allez, on y va, vous attendez tous. Alors, voilà, oui, d'habitude les mains ne se lèvent pas, mais alors là, on y va. Là. Allez, la première, et puis après on prend à distance. On a dit que c'était la journée sécurité aujourd'hui. Santé. Santé en toute sécurité. Merci beaucoup déjà pour ce témoignage qui nous ramène quelques années en arrière. Ça ne nous rajeunit pas. Merci de le préciser. Hein. Enfin, moi, ça ne me rajeunit pas en tout cas. Moi, j'ai une question. Vous nous avez beaucoup parlé de vos victoires.
Et malheureusement, et notamment dans le domaine de la santé, on peut faire parfois beaucoup de choses et malgré tout vivre des défaites dans le domaine. Et je pense que c'est une opportunité de créer un collectif, une défaite, mais pourtant je pense que assez spontanément ou en première intention, on va quand même voir une tendance à replier sur l'individu et qui a commis une erreur. Comment on fait finalement pour transformer ça en opportunité de solidarité et de confiance mutuelle dans l'équipe? Moi, je crois que c'est justement la défaite, elle oblige à faire le bilan, à regarder pourquoi on a perdu. Et on peut perdre pour différentes raisons, hein, que ce soit sur un terrain de rugby ou je pense dans une société comme la vôtre. En s'appuyant sur les piliers de la réussite, par exemple, on peut perdre parce que techniquement, justement, on a des lacunes. Deux solutions. Hein. Soit on travaille, on automatise, vous savez, comme du pont, mais il faut du temps un peu quand même pour que ça arrive. D'ailleurs, l'expertise de manière générale, il y a eu des travaux qui ont été faits sur ça. 10 000 heures de pratique pour pouvoir se proclamer expert d'un domaine. Donc 10 000 heures, ça en fait des passes. Hein. Voilà. Donc on travaille, si on a le temps. Deuxième solution, on change de technicien. Et ça arrive en rugby, en sport de manière générale, on change beaucoup les techniciens. Parce que quand il y a des lacunes, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Quand on veut atteindre le meilleur, on change les techniciens. On peut perdre parce que stratégiquement, on s'est trompé. On avait décidé de jouer comme les Blacks et on joue comme et on est contré. On va essayer de recentrer ou de réaxer la stratégie. En rugby, c'est facile. Hein, c'est qu'un discours et si on a préparé le plan B, généralement on y arrive. Ou alors on peut perdre parce qu'on manque d'engagement, justement, on manque de solidarité, on retravaille sur ces aspects solidaires, sur les moments de partage pour que justement développer les affinités entre les gens pour créer de la solidarité. Donc il n'y a pas qu'une façon de perdre, comme je suppose dans les marchés que vous abordez, il n'y a pas qu'une façon pas de mal faire, mais de pas bien faire. Par contre, la défaite oblige au bilan, alors que la victoire valide tout, alors que c'est pas aussi manichéen que ça. Voilà, c'est souvent gris clair ou gris foncé. On a gagné parce qu'on était un peu plus gris clair finalement que l'adversaire. Allez, une question à distance, on va alterner et puis après on prendra la tienne. Alors Fabien, on a pas mal de questions à distance. La première, comment gère-t-on l'excellent joueur qui ne s'intègre pas bien dans l'équipe? Merci monsieur à distance. Ouais, c'est une question importante parce que le bon joueur à gros ego généralement qui s'intègre pas dans l'équipe, ça peut être vraiment délétère pour le bon fonctionnement de l'équipe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on a un gros ego qu'on est forcément incompatible avec l'équipe. Et une des spécificités du haut niveau, c'est justement d'avoir que des gros égos. Parce que pour y arriver à haut niveau, à un moment, il faut y croire. Il faut croire en soi. Et donc moi, je considère que c'est l'ego qui fait avancer le monde. À un moment, il faut que les gens aient envie de faire avancer le monde. Et donc, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur de l'ego. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que l'équipe est constituée, l'équipe peut être considérée comme un individu. L'entité équipe, avec son propre code moral, son propre code de valeurs. Et que si la personne qui arrive dans l'équipe ou qui est même déjà au sein de l'équipe, elle joue notamment avec les limites du code des valeurs que c'est généralement un peu auto-fixé aussi l'équipe, ça ne peut pas fonctionner. Et là, le rôle du leader, il est important. Parce que première chose, il faut peut-être réexpliquer ce qu'est l'équipe à la personne qui flirte avec les limites. Pour qu'ils comprennent une fois, et la deuxième fois, il faut sortir le joueur de l'équipe. Parce qu'à un moment, qu'est-ce qui est plus important? Qu'on fonctionne tous ensemble ou que
s'il y en a un qui flirte avec les limites, il entraîne les autres à scinder l'équipe. Moi, je sais ce que je choisis. Mais ça, c'est une façon de manager. Hein, de privilégier l'équipe ou privilégier plutôt les individus. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. À un moment, de taper sur la tête, ça fait avancer, notamment quand on est contraint en termes de temps, en termes de situation. Il n'y a pas qu'une façon de manager, encore une fois. Ça marche, fais ça, fais ça, fais ça. Mais généralement, ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'il faut que le deal soit respecté. Je te tape sur la tête, tu me fais avancer, tu me fais gagner, tu me fais avancer dans ma carrière, j'accepte de me faire taper sur la tête. Tu me tapes sur la tête, tu me fais pas avancer, je te coupe la tête. Eh oui, ça marche comme ça. Il y a beaucoup d'équipes qui se rebellent contre leur entraîneur parce qu'à un moment, le deal n'est plus respecté. Voilà. Tout est une question de deal. Allez, la question dans la salle. Bonjour monsieur. Ma question, ça porte sur la dimension de solidarité dans la concurrence avec vos concurrents au même poste. Vous disiez que c'était important de rester solidaire, engagé et ne faire qu'un avec l'équipe. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, vous avez pris de plus en plus d'ampleur dans vos équipes, vous avez été capitaine. Dès que les matchs sont tendus ou quoi, en fait, c'est difficile de vous faire sortir, vous en particulier. Comment est-ce que vous avez géré la concurrence avec les joueurs qui étaient que vous empêchiez vous-même de jouer? Comment est-ce que vous faites pour leur parler alors qu'en fait, c'est vous qui les empêchez de jouer, quoi? Moi, j'ai jamais rien empêché à personne. Hein. On est quand même que 11 sur le terrain, quand même, hein, c'est mieux. Non, nous, on est 15, mais... 15. Ah, bravo. Il fallait la faire. Non, en fait, moi, j'ai jamais eu l'impression de prendre la place de qui que ce soit, en fait. Comme je vous disais, les joueurs, ils ont de l'ego, donc ils trouvent légitime d'être à leur place. Et en fait, moi, j'ai toujours abordé mes saisons, mes entraînements, mes matchs, en me disant, tu vas pas laisser le choix à l'entraîneur. Tu lui laisses pas le choix. C'est-à-dire qu'au moment où il compose son équipe, la question ne se pose pas pour lui. C'est ça la motivation, en fait. C'est pas une question de concurrence. Moi, j'étais ami avec mes concurrents. On avait de bonnes affinités. Mais à un moment, c'est pas ni mon concurrent, ni les autres joueurs qui prennent la décision. C'est l'entraîneur. Si tu lui laisses pas le choix, que tu lui montres que tu es le meilleur, que tu fais ce qu'il faut pour y arriver et que tu t'investis dans ce que tu fais, il n'y a pas de raison qu'il ne te mette pas sur le terrain. Et donc, c'est ça qui est important en fait. C'est de bien faire son job, d'y mettre beaucoup d'engagement et de vivre la relation avec les autres, finalement, sans se poser la question de la relation avec l'autre. C'est pas parce que je vais mettre un gros plaquage à l'entraînement à mon concurrent que ça va changer les choses. Ce qui compte, c'est que l'entraîneur soit convaincu que, en me mettant sur le terrain, il donne une plus-value à son équipe. Voilà. Et la concurrence, elle est saine à partir de là, si tout le monde a le même état d'esprit, en fait. Il faut renverser un petit peu les choses, en fait. C'est pas laisser le choix à l'entraîneur. Allez, une question à distance. Alors, à distance, donc on a au rugby, donc il y a certains leaders qui parlent beaucoup, d'autres qui montrent l'exemple dans l'effort. Avec le recul, qu'est-ce qui crée le plus de leadership réel dans une équipe? La parole du leader ou son exemplarité dans les moments difficiles? Vaste sujet. Ouais, très vaste sujet. Encore une fois, il n'y a pas qu'une façon de manager, il n'y a pas qu'une façon de
de montrer l'exemple. Il y en a qui sont très à l'aise avec le verbe et ils vont déclencher des choses chez leurs partenaires, et il y en a qui le sont moins, ou qui, en montrant l'exemple, vont déclencher aussi beaucoup de choses. On prend l'exemple d'Antoine Dupont, qui est pas qui est plutôt un taiseux quand même, et qui, par l'exemple qu'il donne, suscite l'adhésion et voire même l'admiration de ses partenaires. Et ça suffit finalement. J'ai connu dans ma carrière des capitaines, des partenaires qui avaient plutôt cette faculté. Raphaël Ibanez, par exemple, qui était un exemple sur le terrain, mais qui était surtout aussi qui parlait beaucoup à ses partenaires, arrivait à faire passer des messages aussi. Je ne sais pas s'il y a une façon meilleure qu'une autre. Il y a une façon qu'on maîtrise plus qu'une autre, ça c'est sûr. Et je crois que, comme on est tous différents, il faut assumer aussi d'être des managers différents. Qu'on peut pas être, on n'est pas dans des. Quand on travaille avec de l'humain, il n'y a jamais deux situations identiques. Donc à un moment, il faut, je pense, être soi-même et utiliser ses propres qualités pour arriver à convaincre les autres, encore une fois. Merci. Une question dans la salle. Bonjour. Alors, on comprend bien les similitudes entre le leadership sur le terrain et le leadership en entreprise. Donner le cap. Ouais. Non, mais donner le cap avec des gens engagés, formés, qui ont un esprit d'équipe, ça ok. Mais par contre, pour moi, il y a quand même une grosse différence. C'est que quand on a une défaite, enfin, on parlait tout à l'heure de la défaite, on peut pas changer de joueur. C'est pas forcément, on dit pas, toi tu t'en vas et toi tu viens. Enfin, voilà. Et surtout, au début, vous avez parlé de chevaux de course et de chevaux de trait. Et en entreprise, on n'est pas tous des chevaux de course dans tous les domaines. Et parfois, on est cheval de trait dans un domaine et cheval de course dans un autre. Et je trouve que, voilà, la force des leaders aussi, c'est de savoir utiliser tous ces joueurs, même s'ils sont pas des chevaux de course. Et voilà, je voulais juste souligner ça. Mais vous avez absolument raison. Effectivement, on est souvent très bon dans un domaine qui nous est cher, en fait. Et en fait, on a tous des traits de caractère différents, des personnalités différentes. Et on donne tous un sens différent à notre engagement. Vous êtes, je sais pas, une centaine dans la salle et beaucoup certainement derrière leur écran. Vous venez pas bosser chez RTE pour la même chose. Il y en a qui viennent pour le côté technique, il y en a qui viennent pour l'équipe dans laquelle ils sont, il y en a qui viennent juste pour le salaire. Vous venez tous pour des choses différentes, en fait. Et c'est important de connaître son propre moteur. Et ça, c'est un travail à faire sur soi, en fait. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Et qu'est-ce qui fait que finalement vous trouvez chez RTE ce que vous ne trouvez pas chez le concurrent ? C'est ça qui est important. Moi, j'ai trouvé très vite ce que mon moteur, en fait. Moi, je joue au foot jusqu'à 13 ans. J'ai commencé le rugby, j'étais pas jeune. Hein. Et jusqu'à 13 ans, en fait, j'étais évidemment déjà un peu démesurément grand. Et au foot, je devais avoir la tête un peu loin des pieds. Et l'information mettait du temps à passer. En fait, j'étais nul. Et en fait, j'avais du mal à assumer ce corps démesuré. Je faisais 2 têtes de plus que tout le monde. Et je suis arrivé sur le terrain de rugby et me suis très vite rendu compte que mon corps était un atout. Et moi, le rugby m'a aidé à accepter ce corps démesuré, en fait. Et on le voit sur les photos de classe, je suis renfermé, les épaules en avant jusqu'à 13 ans. Et quand je commence le rugby, je m'ouvre, je suis fier de ça. Et moi, mon moteur, toute ma carrière, ça a été aller confronter ce corps qui était au départ un handicap à ce qui se faisait de mieux dans le monde. Pour voir jusqu'à où il allait m'amener. Et force est de constater qu'il m'a amené assez loin quand même.
Et moi, j'ai compris très vite ça, de manière inconsciente, et puis après consciente quand je deviens un peu plus adulte, en fait, de mon moteur. Et en fait, quand, en tant que leader, on a compris le moteur de son joueur, ben c'est facile de lui donner des responsabilités, petites ou grandes, peu importe, par rapport à ce qu'il a à faire dans le groupe, dans le quotidien, etc. Moi, j'avais tenu le même discours auprès d'un supermarché à grande distribution. Et je recroise quelques temps après le directeur qui me dit, je crois que j'ai compris ce que tu as dit. Il ne s'occupait pas des hôtesses de caisse, des caissières. Et il me dit, un jour, je suis descendu dans leur salle, leur salle commune. Et je discutais avec certaines d'entre elles, et il y en a une qui m'a dit, on a parlé lecture, parce que c'était une grande liseuse. Lectrice. Pardon. Une grande lectrice. Et il lui a dit, tiens, toi, tous les jours, tu vas venir et tu vas nous écrire sur le Véleda qu'on a, tu vas nous écrire la phrase du jour, ce qui t'a inspiré dans tes lectures. Et il m'a dit, son comportement, il a changé du tout au tout. Avant, elle venait, elle prenait des produits, elle les passait devant un code-barre et elle faisait payer les gens. Maintenant, elle prend des produits, elle les fait passer devant un code-barre et elle fait payer des gens. La fonction n'a pas changé. Mais par contre, l'attitude en arrivant au boulot, et par rapport à ses collègues, elle a changé du tout au tout, parce qu'elle vient partager quelque chose d'elle-même, de sa personnalité avec l'ensemble du groupe. Et en plus, ça crée du lien, parce que il parle justement de la phrase, de la lecture du roman qu'elle a lu, etc. C'est rien, ça n'a pas changé la fonction. Par contre, l'attitude, quand on arrive sur le lieu de travail, elle est complètement différente. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. C'est pas facile pour tout le monde, hein, mais c'est ça la vraie plus-value de l'entraîneur, du capitaine, du responsable. C'est finalement déterminer ce qui anime les gens pour les placer au meilleur poste possible finalement et qui vont amener quelque chose à l'équipe. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a des questions encore à distance? Allez, une dernière. Une dernière question à distance. Comment développer l'esprit d'équipe en dehors du terrain? Pourquoi à part la troisième mi-temps? Il ne faut pas avoir honte des choses. Hein. Nous, on a développé ça de manière un peu empirique, c'est vrai. Hein. Ça s'est fait traditionnellement dans le rugby parce qu'on aime bien ça. Et parce que les relations sont très fortes et qu'on vit des choses très fortes aussi en troisième mi-temps. Et moi, je crois qu'il faut assumer. Alors, on est dans un moment de notre société où, effectivement, il faut mettre quelques garde-fous. Mais je crois qu'il faut aussi revendiquer le fait que on peut faire à la troisième mi-temps, on peut réunir des gens, leur faire vivre des choses ensemble. On n'est pas obligé de mettre de l'alcool, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la fête, mais on peut surtout faire en sorte que les gens vivent des choses ensemble, créer du lien et créer de quoi partager, se raconter, prolonger les victoires, oublier les défaites, voilà, faire en sorte que les gens, encore une fois, vivent des choses ensemble. Je crois que c'est la clé de ce que le rugby a donné à la société, en fait. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est comme ça qu'on forme les équipes hors du terrain. C'est en créant du lien et en créant des moments qui vont forger des souvenirs, qui vont forger finalement des choses qui vont transcender un petit peu les fonctions. Merci beaucoup. Je sais qu'il reste encore plein de questions et qu'on pourrait se rester tout l'après-midi, mais bon, on ne peut pas. Donc, on va remercier... parce que c'est pas ça tous les jours, en fait, chez RTE. Voilà. Si, c'est pour créer les collectifs. En tous les cas, un grand merci à Fabien. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Merci.
Voilà des belles pistes à explorer, qu'on soit manager ou pas d'ailleurs. Vous avez compris que chacun a sa place dans l'équipe et qu'il faut juste qu'on la trouve et qu'on la garde. Allez, les dernières choses, déjà merci aussi à vous, vous êtes venus très nombreux. Bravo aux équipes de la technique, on a passé les 1000 connexions, je pense que c'est une des premières fois, donc bravo, tout a tenu, on les félicite aussi. Donc, comme d'habitude, sur l'intranet, il y aura un article fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous aurez le lien, bien évidemment, avec le replay. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Dans les régions, il y a eu aussi des choses de fait autour du leadership, notamment une BD à Nancy, des films à Nantes et encore plein d'autres choses qui vous seront partagées aussi. Donc, on retrouvera tout ça sur l'intranet mis à disposition. Eh bien, écoutez, bonne journée santé, continuez bien dans vos ateliers, au revoir à distance, au revoir dans la salle et à bientôt.